Chers amis, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je voulais vous offrir une formation complète sur l'investissement. Vous offrir, ne cherchez pas un lien vers un produit, tout est dans cette vidéo. Et pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que je me rends compte, et je le vois dans certains commentaires, et je le vois dans des commentaires sous d'autres vidéos sur Twitter, mais aussi avec des conversations que je peux avoir avec des personnes dans mon entourage. Pour beaucoup de gens, l'investissement, c'est un problème. Et ça va pas en fait, parce que l'investissement, c'est pas censé être un problème. L'investissement, c'est censé être une solution. Et je le vois parce que j'ai fait certains choix qui n'étaient pas idiots en matière d'investissement, et ces choix font qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de possibilités qu'avant, et j'ai beaucoup plus de liberté qu'avant. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour que l'investissement ne soit plus un problème, que ça devienne pour vous une solution. Et il y a beaucoup de gens qui passent en fait du temps à se demander est-ce que je dois investir dans ci, est-ce que je dois investir dans ça, comment je dois organiser ci et ça. Donc il se crée comme ça une grosse charge mentale, et vous avez des gens pour lesquels l'investissement devient un problème parce qu'ils investissent dans des conneries et qu'ils perdent beaucoup d'argent avec ça, alors que c'est pas le but en fait. J'ai jamais été pour cette idée du type n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Non, non, moi j'investis que de l'argent pour gagner plus d'argent. Je suis pas du tout prêt à perdre de l'argent. J'investis pour avoir plus d'argent et c'est tout. Donc pour régler ces problèmes, j'ai décidé de vous faire cette formation en vous présentant les 6 choses dans lesquelles vous devez investir, en tout cas dans lesquelles c'est une bonne idée d'investir pour atteindre la liberté financière. Et vu qu'ici on est structuré, je vous les ai présentés dans l'ordre dans lesquels je pense que vous devez investir. Première chose, ça va pas vous surprendre, vous devez commencer par investir dans des ETF. Enfin je dis vous devez, hein. Vous faites absolument ce que vous voulez et moi je ne donne pas de conseils, mais en tout cas pour mes enfants, pour ma femme, pour les membres de ma famille qui connaissaient rien à l'investissement, c'est vers ça que je les ai orientés. 2 choses sur l'investissement dans les ETF, donc vous connaissez le principe, hein, je vais pas recommencer à vous expliquer que c'est un panier d'actions et blablabla qui suit un indice. Pour moi, il y a 2 choses qui sont importantes à comprendre avec les ETF. La première chose, c'est que c'est auto-nettoyant, c'est pour ça que c'est une sécurité d'esprit, c'est que si vous avez Microsoft, Apple ou n'importe quoi qui se casse complètement la figure ou qui disparaît, bon, ça aura un impact sur l'économie, hein, je dis pas le contraire, mais si vous avez une boîte qui fait faillite dans votre ETF, elle est automatiquement remplacée par une autre boîte, alors que si vous avez une ligne d'actions dans un portefeuille qui commence à se casser la figure, là vous pouvez vraiment le sentir passer, et je le vois passer notamment avec Starbucks et avec ST Micro, entreprise qui me martyrise depuis un petit moment, mais vu que je suis largement exposé à des ETF, bah ça n'a pas un impact sur ma performance globale, vous voyez. Donc l'ETF, ça vous permet comme ça d'être diversifié avec moins de risques que des actions individuelles, et c'est auto-nettoyant, donc vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. La deuxième chose qu'il faut comprendre, c'est que l'objectif d'investir dans les ETF, c'est pas d'essayer de battre le marché. Donc vous faites pas avoir avec t'inquiète, ETF, semi-conducteur, IA, ChatGPT, je sais pas quoi. Prenez les ETF les plus larges possibles. Essayez pas de faire du stock picking dans les ETF, ça a pas de sens. Donc vous prenez des ETF larges, et après là c'est ma sensibilité, mais ce que je fais c'est que je prends des ETF distribuants, parce que mon objectif c'est de me constituer véritablement d'une part un revenu passif, d'avoir cette flexibilité qui donne de la liberté, d'avoir régulièrement de l'argent qui arrive, et je considère que l'ETF distribuant c'est la forme la plus pure de revenu passif. Il n'y en a pas d'autre, hein. Si vous comparez avec l'immobilier, l'immo c'est pas passif, enfin voilà, l'ETF c'est la forme la plus pure de revenus passifs qui vous permet d'être diversifié, de pas avoir à vous prendre le chou, donc ça c'est très bien. Et l'autre raison pour lesquelles je prends des ETF distribuants, c'est que j'utilise les ETF pour me construire un patrimoine, dans le sens où vous le voyez sur mon compte, ça c'est 30 000 €, c'est l'argent que je pourrais emprunter. En un clic, bim, je me dégage ces 30 000 € sur mon compte en banque, je peux en faire ce que je veux, et je peux imaginer de pouvoir rembourser sans que ça ait un impact sur mes revenus, en tout cas sur mon cash disponible, parce que je peux rembourser l'emprunt automatiquement avec les ETF, donc avec les dividendes qui arrivent. Mais ça c'est vraiment ma sensibilité, mais en tout cas si vous voulez ne pas vous prendre le chou et vous dégager du temps pour le second investissement dont on va parler, il faut investir dans les ETF. Je vais aller un petit peu plus loin que ça, je vous donne le prochain ETF dans lequel je vais investir. Je vais investir dans cet ETF là qui est un MSCI World. Je suis investi dans le MSCI World via Vanguard, et Vanguard comme iShares,
leurs frais sont plutôt aux alentours de 0,20 et là on a 0,15, donc c'est cette position que je vais construire à partir de maintenant pour être exposé au monde entier. Et donc les frais, qu'est-ce que c'est? C'est pas un frais dans le sens où vous allez devoir payer comme ça régulièrement en faisant un virement ou je sais pas quoi, c'est un écart entre le cours de l'indice et le cours de votre ETF. Donc il se rémunère comme ça avec un petit spread entre le cours de l'indice et le cours de votre ETF. Mais donc voilà, à ce niveau-là, c'est assez peu cher. Et donc si on veut aller vraiment dans le côté pratique de la formation, si vous voulez acheter comme ça des ETF et si vous voulez le faire en vous construisant un patrimoine, c'est-à-dire que vous pourrez emprunter contre vos ETF et si vous voulez ne payer qu'1 euro de frais par virement, eh bien vous avez sous cette vidéo le lien vers mon courtier de Giro. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec mon lien affilié, vos frais de courtage seront remboursés à hauteur de 100 euros. Donc ça vous permet d'ouvrir votre première position de façon tout à fait indolore. Et ensuite, quand vous faites des virements de 200, 300, 400, etc., payer 1 euro de frais, c'est pas dramatique. D'autant plus que vous avez cette possibilité que peu de courtiers offrent, en fait, à savoir de pouvoir hypothéquer vos actions et vos ETF pour pouvoir emprunter. Deuxième chose dans laquelle vous devez investir, c'est vous-même. Et là, je vais être très concret, vous voyez, vous avez ces conseils là dans des vidéos de coach en développement personnel, etc. Ouais, investissez sur vous, c'est le plus important, etc. Ouais, mais d'accord, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, quand vous êtes au début de votre carrière, on dit qu'il faut investir sur vous au début, etc. Je suis pas convaincu que vous deviez investir énormément sur vous quand vous n'avez pas beaucoup de vécu, quand vous n'avez pas beaucoup d'expérience, tout simplement parce qu'on n'a pas une excellente capacité à pouvoir intégrer de la connaissance et à avoir une idée de comment on peut mobiliser cette connaissance en pratique. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, les investissements que je fais sur moi sont beaucoup plus rentables que ceux que je faisais au début parce que je peux beaucoup plus rapidement aller de j'ai un projet à quelles compétences il me manque pour pouvoir mener ce projet à bien jusqu'à la phase où je peux dégager du revenu avec cet investissement. Donc si vous avez aujourd'hui des idées du type j'ai envie de créer un business donc je vais faire un master de création de business, je suis pas certain que ce soit la meilleure idée. Ça vaut la peine d'avoir une assez bonne culture générale, ça vaut la peine peut-être de développer une compétence dans un domaine particulier du savoir, mais investir sur vous, je pense, le meilleur investissement que vous puissiez faire sur vous au début de votre parcours, c'est d'investir du temps dans de la création de business, investir du temps dans de la création de contenu, investir du temps dans du développement de produits pour pouvoir très rapidement vous confronter au marché et vous dire tiens mais concrètement comment ça marche, si je veux encaisser des paiements comment ça marche, si je veux que des gens soient en face de mes produits comment ça marche. Donc plutôt aller vers des choses comme ça plutôt que de se dire je vais faire 5 ans d'études, c'est un bon investissement, etc. Vous en savez rien. Je pense que c'est beaucoup moins risqué de pas dépenser beaucoup d'argent dans nos études, surtout si vous êtes dans l'Occident collectiviste. Le gros intérêt de l'Occident collectiviste, c'est qu'il y a pas mal de pays où ça va pas vous coûter cher d'aller à l'université. Ce sera pas une formation qui sera forcément moins bonne que ce que vous aurez dans des MBA ou je sais pas quoi. Mais l'idée, c'est de profiter du fait que le niveau est assez faible pour pouvoir utiliser une grosse partie de votre temps au développement de vos projets personnels. Aujourd'hui, la manière dont j'investis sur moi, c'est que je sais que je pourrais gagner plus d'argent si je me focalisais sur mon business principal et je développe un produit et je le vends. Ça, c'est quelque chose, je sais le faire, ça marche, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien. Mais ce que je fais pour m'assurer que j'augmente ma valeur sur le long terme, c'est que je dégage également une partie de mon temps pour investir sur des nouveaux projets, sur des nouvelles compétences. Ça, je vous en ai parlé, j'ai ce projet de tokeniser cette chaîne YouTube et donc ça veut dire que je consacre une partie de mes semaines à apprendre à programmer, à me former sur la finance décentralisée, à me former sur les implications financières, juridiques, etc. Des choses que je suis en train de développer, mais je sais qu'entre le moment où je me forme et le moment où je lance le projet, il va se passer assez peu de temps, et d'ailleurs vous allez le voir bientôt sur cette chaîne, c'est quelque chose qui va arriver très rapidement, et je vois également à long terme, à savoir que je vais développer une nouvelle méthode de faire du business à terme avec ça, qui pourra débloquer sur par exemple des activités de consultant pour d'autres créateurs de contenu qui voudraient utiliser le levier de la finance décentralisée pour pouvoir faire grandir leur business et leur communauté. Donc voilà, en tout cas je consacre une partie de mon temps, c'est un investissement sur l'avenir avec plus de risques que si j'investissais mon temps directement dans la création de contenu et la création de produits sur mon business principal. Mais en tout cas, vous avez intérêt à consacrer du temps à investir sur vous, à être très attentif sur le fait que vous pouvez être une value trap. Et ça vous fait rire quand je vous dis ça, mais oui, vous pouvez être une value trap. Il y a des gens qui ne sont pas bons pour acquérir des connaissances, qui ne sont pas bons pour développer des business, qui ont
envie comme ça, peut-être par ego, de développer des business et qui se retrouvent à se faire arnaquer par des partenaires ou alors à investir pour avoir le meilleur développeur, le plus beau site web, la meilleure com, etc. Et ils se mettent à investir énormément de fric pour développer des business qui marchent pas. Moi, mes premiers business, je les ai lancés avec 0 €. Pourquoi? Parce que le plus important, c'est d'avoir un bon projet, c'est d'avoir un projet clair, et au fur et à mesure qu'on avance avec notre projet, bah des fois il faut mettre un petit billet, parfois pas, parfois ça suffit d'acquérir les connaissances et les compétences pour pouvoir développer les différentes étapes. Mais donc pour moi, au début de votre parcours, ce que vous devez investir sur vous, c'est pas de l'argent, c'est du temps, et ce temps, vous devez l'investir dans la création de projets concrets. Et l'objectif, c'est qu'il y a un cercle vertueux qui s'amorce, à savoir, les premiers investissements que vous faites dans des ETF, c'est quelque chose, bah, vous allez voir au bout de 4 ans, 5 ans, 10 ans, vous allez voir que ça marche pas mal, que vous avez effectivement votre patrimoine qui a grandi, que ça vous a pas coûté de temps et que ça vous a pas causé de soucis. Et donc vous allez avoir de plus en plus de temps à allouer à de nouveaux projets, parce que voilà, si vous vous plantez et que vous vous formez dans un domaine qui finalement n'est pas porteur, ou si vous lancez un projet qui est pas porteur, bah voilà, vous n'avez pas tout perdu. Vous savez que vous avez une partie de votre argent qui travaille tranquillement. Donc l'objectif du premier investissement, c'est pas seulement de faire grandir votre patrimoine, c'est d'augmenter votre tranquillité d'esprit. Alors, troisième type d'investissement, ça peut être une bonne idée de consacrer une partie de votre argent. Pour moi, ça doit vraiment être une petite partie. Moi, c'est une partie qui est plus importante, si vous voulez, parce que je fais de la création de contenu dessus, c'est marrant et ça m'amuse de faire ça. Une partie de vos investissements dans des entreprises de qualité. Pourquoi ça peut être intéressant? Parce que si je regarde mon portefeuille, les lignes qui ont le plus exposé, c'est des entreprises de qualité. Vous le voyez ici dans ce portefeuille, quand vous regardez le cas par exemple de Microsoft, qui a fait 93%, de Apple, qui a fait 61%, des entreprises que j'ai renforcées quand même assez régulièrement. Bah voilà, des performances comme ça, c'est des performances que vous pouvez avoir quand vous sélectionnez des entreprises de qualité. Et donc entreprise de qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous regardez les finances d'une boîte comme Microsoft, vous voyez que tous les indicateurs sont au vert. Et les indicateurs sont au vert, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui doit être en croissance est en croissance. Vous avez un chiffre d'affaires qui augmente sacrément, donc ça veut dire que l'entreprise est dominante sur son marché, elle continue de prendre des parts de marché, mais non seulement elle continue de prendre des parts de marché, mais elle le fait en gagnant toujours plus d'argent. Parce que vous pouvez très bien imaginer, je sais pas moi, le nouveau restaurant qui se dit je vais gagner des parts de marché en faisant des prix complètement cassés, et du coup la boîte est pas rentable. Alors que Microsoft prend de plus en plus de parts de marché, mais en faisant énormément d'argent. Et ça, vous le voyez comment? Vous le voyez avec la marge. On a une marge qui est stable, voire légèrement croissante et super élevée. Hein. Des 40% de marge comme ça, c'est très très élevé. Et vous avez également une entreprise qui, j'imagine, a un très beau ROE. Voilà. Et le ROE, c'est un indicateur du retour sur investissement que vous avez quand vous investissez dans Microsoft. Donc c'est voilà, c'est une boîte de qualité, et des boîtes de qualité, il y en a certaines. Tapez boîte de qualité, vous allez voir, elles ont un peu toujours le même profil, à savoir chiffre d'affaires croissant, également le free cash flow. Hein. Regardez le free cash flow. Le free cash flow, c'est l'argent qui reste une fois que l'entreprise a tout payé. Donc vous voyez que là, il est tout à fait impressionnant le free cash flow, et il est en croissance. Donc avec Microsoft, vous êtes vraiment sur une super boîte. Et par ailleurs, ce qui n'est pas pour me déplaire, c'est que vous avez exactement ce que j'apprécie, à savoir un dividende qui augmente, alors que dans le même temps, le dividende pèse de moins en moins sur les finances de l'entreprise. Donc voilà, c'est pour ça également que c'est une position que j'ai dans mon portefeuille alpha, parce que le côté entreprise de qualité, c'est quelque chose que je développe sur la page Patreon avec le portefeuille alpha. Vous pouvez aller voir la page Patreon, vous avez les liens sur cette vidéo. Je documente une aventure où je me construis un portefeuille avec ce but de battre le SP500. Pour le moment, on y arrive, mais voilà, tout peut arriver. En tout cas, je ne m'avouerai pas vaincu. Donc, vous avez réglé le côté j'investis dans quelque chose qui n'est pas prise de tête et qui permet de faire grandir son patrimoine, à savoir les ETF. Vous investissez dans quelque chose qui vous permet d'augmenter vos revenus, à savoir investir sur vous. Et j'insiste là-dessus évidemment parce que on ne devient pas riche grâce à la bourse. Et les gens qui perdent le plus d'argent, ce sont les gens qui pensent qu'ils vont devenir riches grâce à la bourse. On devient riche grâce à notre travail, parce qu'on apporte des choses au marché dont les gens ont besoin ou dont les gens ont envie.
Donc c'est pour ça que l'investissement sur soi est très important. Vous pouvez consacrer une partie de votre temps à acheter des entreprises de qualité, avec cette idée que entreprise de qualité, vous risquez pas trop de vous planter et vous avez la perspective d'avoir une croissance supérieure à celle du marché, ce qui est évidemment pas du tout garanti. Mais c'est quelque chose que vous pouvez prendre aussi comme un apprentissage, vous voyez, c'est pour ça faites-le avec une petite partie de votre patrimoine, mais des entreprises de qualité, ça veut dire que vous allez les suivre, vous allez essayer d'apprendre de mieux en mieux au fil du temps comment elles gagnent leur argent, et il y a un moment où le fait de suivre des entreprises de qualité, ça vous aide aussi en tant qu'entrepreneur à comprendre comment vous pouvez faire un business de qualité, notamment quand vous rentrez dans des concepts comme le moat, c'est quoi les facteurs différenciants qui permettent de protéger les parts de marché d'une entreprise, c'est très intéressant de creuser là-dessus. Donc troisième type d'investissement, les entreprises de qualité. Quatrième type d'investissement, pour moi c'est l'immobilier, parce que vous devez avoir une dimension immobilier. Pourquoi c'est intéressant l'immobilier? Parce que l'immobilier, vous pouvez le voir comme une réserve de valeur, vous voyez, c'est quelque chose, vous avez quand même la perspective qu'un bien immobilier, si c'est du bon immobilier, que ça puisse augmenter sur le long terme, parce que vous avez toujours un besoin des gens de se loger, et jusqu'à présent la population mondiale est en croissance, même si c'est quelque chose qui malheureusement va s'inverser. Par contre, je sais pas si c'est une si bonne idée de commencer par l'immobilier physique. Je sais que vous avez des formations et des gens qui sont très compétents pour expliquer que le gros intérêt de l'immobilier, c'est que ça vous permet d'avoir le levier bancaire. Et le levier bancaire, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous allez dans une banque, vous donnez un apport, et puis la banque vous permet d'acquérir quelque chose pour lequel vous auriez jamais eu l'argent à un instant T. Et l'autre intérêt, c'est que rembourser un crédit, si le taux est pas mauvais, et que l'IMO que vous avez choisi n'est pas mauvais non plus, c'est assez vertueux. C'est un peu de l'épargne contrainte qui est stockée au fur et à mesure dans une réserve de valeur, donc c'est assez intéressant. Mais voilà, je sais pas si cette idée de s'endetter est si intéressante. Et puis pour moi, le côté négatif de l'immobilier, c'est que l'immobilier, c'est vraiment quelque chose qui est assez peu liquide, et c'est quelque chose pour lequel les États peuvent vraiment vous enquiquiner. Parce que imaginez... Imaginez que l'État se dise « Tiens, je vais augmenter les taxes foncières. Oh, mais en fait, c'est pas moi, c'est la collectivité territoriale, donc. En fait, c'est pas vraiment une augmentation. » Et vous vous retrouvez à payer 30% de plus d'impôts sur vos biens immobiliers année après année. Imaginez, hein, je sais pas, ça pourrait arriver. Ou imaginez que les États se disent « En fait, je pense que la Terre nous appartient. Voilà, la Terre nous appartient parce qu'il faut sauver la planète. Il faut sauver la planète, donc... la terre nous appartient, donc voilà, vous avez votre maison, mais en fait vous êtes locataire de votre maison sur notre terrain. Enfin, l'État peut faire absolument n'importe quoi, les États peuvent faire absolument n'importe quoi, ils peuvent faire ce qu'ils veulent parce qu'ils ont le monopole de la violence. Donc l'immobilier, c'est quelque chose, je ne le mettrai pas, je le mettrai, hein, l'immobilier physique classique dans les investissements, mais avant ça, je pense qu'il faut mettre de l'immobilier justement liquide et dans lequel vous pouvez entrer avec de petits montants, et c'est pour ça que moi je mets Realty en 4e position des investissements qui me semblent essentiels pour atteindre la liberté financière. Vous pouvez acheter des propriétés à coût de 50 balles par 50 balles, vous avez un rendement qui est intéressant. Vous voyez, moi j'ai combien de propriétés dans mon portefeuille? J'ai 150 propriétés et j'ai un rendement de moyen de 9,64, donc c'est assez intéressant, et vous avez les loyers qui tombent toutes les semaines. Ça, c'est un autre truc à prendre en compte, hein, comparé avec les SCPI, à quel rythme vous êtes payé, et vous avez un mécanisme ici de réinvestissement des loyers dans des propriétés de réinvestissement, donc ça a le côté vertueux de l'ETF capitalisant qui limite les frictions fiscales, donc on est sur quelque chose qui est, voilà, pour moi c'est un bon investissement. Et l'autre gros intérêt d'investir avec Realty, c'est que vous avez un marché secondaire sur lequel vous pouvez revendre immédiatement et souvent en faisant de belles plus-values vos propriétés, et vous avez également une espèce de banque décentralisée dans laquelle vous pouvez hypothéquer vos propriétés et avoir du cash disponible, et ça c'est quelque chose, c'est fondamental. Quand on parle du fait que l'investissement ça doit être une solution et pas un problème, là on est en plein dedans. Le fait d'avoir comme ça un patrimoine que vous pouvez, sans devoir faire de transactions complexes, d'actes notariés, de je sais pas quoi, que vous puissiez dégager de l'argent comme ça grâce à vos investissements pour financer quoi que ce soit, c'est une vraie liberté et une vraie sécurité. De la même manière que c'est une bonne idée d'acheter des ETF sur un courtier qui vous permet de faire ça, c'est une assez bonne idée d'acheter des propriétés avec Realty. Vous faites évidemment ce que vous voulez, mais en tout cas moi j'ai choisi de consacrer une partie de mon argent à ça.
Alors, cinquième type d'investissement, et là je vais vous surprendre. Là on rentre vraiment, pour moi la base, hein, vraiment je vous le dis, la base c'est ETF et investissement sur soi. Le reste c'est optionnel, enfin voilà, c'est pas, si c'est pas votre truc, perdez pas du temps à ça, vous prenez pas le chou, enfin voilà, vous n'êtes pas obligé d'investir dans tout, vous dispersez pas. Investir dans des ETF et investir sur vous-même, ça vous emmènera déjà beaucoup plus loin que les autres. Mais donc moi je mettrais là-dedans, et ça c'est un investissement financier, mais je pense que c'est aussi un investissement disons intellectuel et pour développer de nouvelles compétences, je mettrais les cryptos. Je mettrais les cryptos comme type d'investissement, ne serait-ce que pour comprendre comment ça marche. Et donc comprendre comment ça marche, finalement c'est assez simple. Vous allez sur Google, vous tapez Rabby ou vous tapez MetaMask et vous téléchargez une application qui vous permet d'avoir un portefeuille. Avoir un portefeuille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez avoir deux choses. Vous allez avoir une adresse assez longue et assez complexe du type par exemple OX, machin truc, etc. Ça c'est l'équivalent d'un IBAN. Je précise, hein, pour faire ça, vous avez juste à télécharger l'application et vous n'avez pas à donner votre adresse ou je sais pas quoi, et vous avez à partir de maintenant un portefeuille crypto si vous voulez. Donc c'est vraiment une démarche qui est hyper simple et je vous encourage vivement à le faire après cette vidéo, ne serait-ce que pour voir comment ça fonctionne. Donc ça va vous donner l'équivalent d'un IBAN si vous voulez dans l'écosystème des cryptos. Ça va vous donner une clé privée, donc une série de mots générés aléatoirement, et cette série de mots, si vous perdez votre mot de passe, c'est ce qui vous permet de régénérer un mot de passe, et c'est également ce qui vous permet de passer d'un wallet à un autre, ou ce genre de choses. Par exemple, si vous n'avez pas l'interface de Rabby, bah vous pouvez télécharger MetaMask, et puis avec votre clé privée, vous pouvez importer votre compte ici. Ça, c'est la première chose à comprendre avec les cryptos. L'autre chose à comprendre avec les cryptos, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient intéressant de sécuriser vos cryptos avec une ledger. Et donc, une ledger, ça ressemble un peu à une clé USB. Et ce que ça veut dire, c'est que vos clés privées, donc à savoir cette phrase qui permet de transférer, de récupérer votre mot de passe, etc., n'est pas exposé sur internet. C'est ça qui est très important à comprendre, c'est que quand vous avez un wallet qui est sur votre navigateur web, bah, c'est censé être sécurisé, mais vous pouvez imaginer un énorme bug de Chrome, un énorme bug de Firefox, et que vous ayez un pirate qui puisse récupérer comme ça votre clé privée et siphonner votre portefeuille. Vous avez beaucoup moins de risques que ça arrive avec une ledger ou en tout cas avec un portefeuille physique, mais là aussi ce que vous devez comprendre, c'est que vos cryptos sont pas dans la clé USB, hein. Vos cryptos, elles sont toujours sur la blockchain, parce que posséder des cryptos sur la blockchain, ça veut juste dire qu'il y a une écriture sur un registre selon lequel tel portefeuille possède telle quantité de cryptos. Donc c'est pas un truc qui est matériel, si vous voulez, qui est comme ça, vous allez secouer votre clé USB et puis vous avez les cryptos dedans. Non, la seule différence avec une clé physique et avec un wallet en ligne, c'est que vos phrases de récupération, vos clés privées qui sécurisent votre wallet, elles ne sont pas exposées à Internet. Elles sont dans votre clé. Donc, vous pouvez ouvrir un portefeuille crypto très facilement. Au bout d'un moment, vous pouvez sécuriser vos cryptos si vous en avez avec un wallet physique. Et donc, ce que je trouve intéressant avec cet univers de la finance décentralisée, c'est vraiment cette idée que ça vous donne de la flexibilité. Vous pouvez commencer à faire des transactions très facilement et instantanément. Vous pouvez acquérir des cryptos très facilement. D'ailleurs, j'en profite pour voir que mon petit DCA crypto vient enfin de repasser dans le vert après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, après 2 mois dans le rouge. Donc félicitations, je ne le savais pas. Ce que je suis en train de faire ici, c'est que je fais un DCA où je compare la performance d'un portefeuille crypto qui est composé d'Ether, de Bitcoin et de stablecoin avec la performance du SP500. Je mets 10 balles de chaque dimanche, donc 10 balles dans le stablecoin, 10 balles dans l'Ether et 10 balles dans le Bitcoin, et je compare avec un investissement équivalent dans un ETF, et mon objectif c'est de voir si c'est possible d'avoir un investissement passif dans les cryptos, parce que encore une fois, moi je suis pas un spéculateur, j'ai pas envie de faire des trucs du type oui c'est un bon moment pour rentrer, etc. J'ai pas de temps pour spéculer, et la spéculation ça m'intéresse pas. Moi je suis un investisseur de long terme, et donc j'essaie de vérifier avec cette petite expérience si effectivement sur le long terme c'est intéressant de mettre une partie de son patrimoine dans les cryptos. Donc moi je suis très réticent vis-à-vis de l'Ether et du Bitcoin. Par contre, moi ce qui m'intéresse ce sont les stablecoins. Les stablecoins, qu'est-ce que c'est? Ce sont des équivalents des monnaies classiques sur la blockchain. Donc l'idée c'est que vous avez une entité qui, pour émettre un dollar
sur la blockchain doit posséder $1 sur un compte. Donc vous avez une parité 1 pour 1 qui normalement est respectée, mais tout peut arriver. Et vous avez des places de marché comme le RMM de Realty sur lequel vous pouvez mettre effectivement des dollars. Et là, vous voyez, j'ai un rendement sympathique de 9,8%. Et donc je trouve que l'intérêt de l'investissement dans les cryptos, c'est que ça vous permet de comprendre de nouveaux mécanismes financiers et des trucs sympas, hein, ce que ça veut dire de créer de la monnaie, ce que ça veut dire de donner un prix, enfin c'est très intéressant, les mécanismes d'emprunt, de prêt, etc. Toutes les mécaniques deviennent beaucoup plus concrètes et ça augmente votre culture financière. Et puis vous avez aussi cette sécurité, je trouve, d'être décorrélé du système financier traditionnel. Donc pour moi c'est une assez bonne idée, mais voilà, prenez-le comme un apprentissage et c'est quelque chose qui vient vraiment après, je pense. Je vous dis ça et c'est pour ça que je suis très crypto sceptique et ça énerve les gens quand je dis ça, mais moi elle me passionne la tech, je trouve ça passionnant, la blockchain, le fait qu'on puisse créer des monnaies, pas de problème. Par contre, j'ai vu tellement de gens qui sont rentrés dans cet écosystème crypto, qui ont commencé l'investissement par cet écosystème crypto et qui rentrent dans des communautés de gens qui se motivent en mode ouais, regarde ce petit projet, machin, il a fait du 2000%, etc. Et donc vous avez des gens qui sont pauvres, et qui mettent le peu d'argent qu'ils ont en se disant je vais devenir millionnaire et qui crament tout, qui se brûlent les ailes et qui sont définitivement éloignés du monde de l'investissement. Donc prudence, allez-y pour apprendre des choses, allez-y pour augmenter votre flexibilité et votre liberté financière, mais n'y allez pas en vous disant je vais mettre de l'argent sur un petit projet et t'inquiète ça va monter, vous allez vous cramer si vous faites ça. Donc voilà, faites ce que vous voulez comme d'habitude, mais j'éviterai de faire ça. Dernier type d'investissement et on aura fini cette formation qui était ma foi assez longue et complète. L'IMO physique, je le mets tout à la fin. Pour moi, c'est quoi le gros intérêt de l'IMO physique? Outre les choses dont je vous ai parlé, à savoir que vous faites un emprunt, ça vous permet d'avoir du levier, d'acquérir quelque chose sur le long terme qui, à la fin, aura une vraie valeur et sera une réserve de valeur avec la perspective peut-être que ça va s'apprécier. L'intérêt que vous avez une épargne forcée, à savoir si vous remboursez un crédit, vous êtes obligé comme ça de mettre régulièrement de l'argent là-dedans. Vous avez l'intérêt du fait qu'une propriété, ça s'hypothèque. Donc, une fois que vous avez remboursé une propriété, vous pouvez augmenter votre patrimoine immobilier, mais à mesure que ça grandit, d'un côté ça vous fragilise parce que vous avez plus de, si vous voulez, vous tendez plus le bâton pour vous faire battre si un jour l'État veut saisir, augmenter tel impôt, etc. Donc c'est, pour moi, il y a un problème de ce niveau-là. Il y a un problème du fait que c'est une très grosse concentration et donc c'est un très gros risque de mettre une grosse somme d'argent à un seul endroit. Et donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à voir l'immobilier physique comme de l'investissement. Je vois plutôt l'immobilier physique comme un aboutissement. Au bout d'un moment, ça peut être une bonne idée de se dire, il y a ce bel endroit, que j'aime, ça me fait plaisir, je sais pas moi, de faire grandir des enfants dans cet endroit, parce que c'est agréable, parce que je m'y sens bien, parce que ça me permet de travailler agréablement, etc. Donc pour moi, c'est plutôt ça l'immobilier. L'immobilier, c'est quelque chose qui, au bout d'un moment, on commence à se demander dans quel endroit je peux prospérer, dans quel endroit je peux être heureux, et là, acheter notre résidence de cœur, pour moi ça peut être une assez bonne idée, mais pour le reste je le vois surtout comme un souci, au-delà du fait que je ne sais pas si c'est une si bonne idée de vous engager dans une relation de crédit avec une banque, parce que quand vous regardez à quoi ressemble un contrat d'hypothèque, un contrat de crédit, vous voyez que c'est, enfin voilà, vous vendez votre âme au diable pour une certaine quantité de temps, vu qu'on parle de liberté financière. Voilà, je ne sais pas si l'investissement dans l'immobilier, c'est quelque chose qui vous donne de la liberté. Moi, la liberté que je vois, c'est ne pas avoir à payer un loyer. Voilà, ça c'est le côté liberté qui est intéressant. Et puis le côté avoir son petit territoire, tant que l'État ne décide pas de confisquer ça, c'est effectivement une assez belle sécurité. Et bien voilà, chers amis, pour cette formation, ma foi, assez complète. Prenez bien soin de vous, dites-moi dans les commentaires s'il y a des aspects que vous voulez que je développe. Et on se retrouve très vite pour de prochaines news.